Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Inondation dans l'extrême nord, la mission interministérielle dépêchée par le chef de l'État évalue les dégâts et apporte du réconfort aux sinistrés. Paula Tangandji et ses collègues ont vu et vécu les conséquences de ces averses et prendront des mesures fortes. Conseils régionaux, en attendant la convocation du corps électoral et après la fixation du nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie, arrêt ce soir sur le rôle, la place et le mode de désignation de ces maillons essentiels de la décentralisation. Des paroles aux actes, le Grand Dialogue National a posé le diagnostic et proposé des voies de sortie de crise. Le comité de suivi rassure quant à l'implémentation des recommandations, des faits et actions parmi lesquels l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On en parle dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus. Le trafic est interrompu sur la nationale numéro 1 entre le Mayo-Sava et le Logo-Nechari dans la région de l'extrême nord depuis 2 jours. Au lieu-dit Tchakamari, 2 buses sur cet axe qui mène au Tchad voisin ont cédé sous la pression des eaux de pluie. La délégation interministérielle conduite par le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, est allée évaluer les conséquences de cette situation. Le cortège de la mission interministérielle a par ailleurs été victime d'un carambolage à quelques 10 km de Mora, un accident qui a fait quelques blessés et aux dernières nouvelles, tout est rentré dans l'ordre. Augustin Guizana nous en dit plus. Une file de véhicules et leurs occupants s'étalant sur des kilomètres stagnent de part et d'autre de la portion de la route détruite par la furie des eaux à Takarmari. Nous sommes dans l'arrondissement de Mora, département du Mayo-Sava. Les riverains, tout comme les membres du gouvernement venus ici, assistent au spectacle désolant. On a payé 15 000 pour aller à Poussiri. Les ordinateurs sont dans l'eau. C'est notre véhicule qui est tombé dans l'eau là. Ici, on ne peut pas retourner en arrière. Qu'est-ce que nous allons faire? Et ça, c'est une zone rouge. Depuis 48 heures, 2 buses ont cédé à cet endroit. Le gouvernement annonce des mesures urgentes. Nous avons instruit une entreprise de la place d'assurer très rapidement son enrouchement et je crois que ça va se faire dès demain. Des mesures qui devront toucher l'ensemble du département du Mayo-Sava. En effet, dans cette partie de la région de l'extrême nord, des ponts menacent de céder, comme ici en plein cœur de Mora. Ou encore, des maisons rasées par les eaux. Malgré les difficultés, malgré les écueils, je crois que les choses avancent. Cette mission a pour but maintenant d'accélérer certains projets. La mission de la délégation interministérielle, entamée en début de matinée par la visite du tronçon Marwa-Mora, a été émaillée par un accident de la circulation du cortège. On ne déplore aucune perte en vies humaines. Merci au chef de l'État qui a instruit dès l'accident à ce que la région prenne les enfants du Bir et nous-mêmes qui étions dans l'eau. Et ça s'est fait avec une telle rapidité que Mme Cortès n'a rien. Tout va bien. Dans l'extrême nord, la délégation interministérielle répare avec une idée exacte de la situation des infrastructures routières et les dégâts causés par les inondations. Rassurant de savoir que Madame la ministre va bien. Les 178 sinistrés des inondations de Bogo et les habitants de l'île d'Avakai, à Maga, sous la menace d'une portion défectueuse de la digue route, ont reçu l'assistance du chef de l'État. Des produits alimentaires et sanitaires et du matériel de couchage leur ont été remis par la délégation conduite par le ministre de l'administration territoriale. Plus de détails, une fois de plus, Augustin Guizana. Les effets néfastes des inondations, ajoutés à la longue attente de la journée, se sont transformés en joie et réconfort pour les sinistrés de Bogo à la tombée de la nuit. Les statistiques au 31 août 2020 nous donnent les chiffres suivants.
178 sinistrés, environ 300 hectares de cultures détruites. Ces denrées alimentaires, ces matériels de couchage, nous allons devoir aussi garder ça jalousement parce que sans ça, nous étions tellement perdus. Bogo, commune du département du Diamari, peuplée de plus de 200 000 âmes, n'a pas que l'assistance ponctuelle du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même était ici en 2012 pour assister les populations ayurvédiques. Les infrastructures routières poussent à la satisfaction de la délégation interministérielle. Ce qui est des travaux d'assainissement, nous avons exécuté environ 59 dialogues sur 62. C'est la preuve que le chef de l'État pense à tout le monde, y compris les habitants de l'île d'Avakaï, située le long de la digue de Maga, dans le département du Mayo-Danaï. Ici, les cultures ont subi la furie des eaux. À Maga, il y aurait une centaine d'hectares et une centaine aussi du côté de Yagua. La mission interministérielle continue de faire l'évaluation de la situation sur le terrain et dressera un rapport conséquent à qui de droit. Plusieurs hectares de culture totalement dévastés, environ 1500 habitations détruites. Tel est le bilan provisoire des récentes inondations survenues à Ouaza, dans le département du Logone-Chari. Pour y faire face, l'exécutif municipal a remis environ 20 000 sacs de sable pour la construction de digues de protection. Voici la correspondance d'Augustine Asta de CRTV Extrême Nord. Les pluies diluviennes frappent de plein fouet l'arrondissement de Ouaza dans le département du Logone-Chari, faisant d'importants dégâts matériels. On n'a même pas dormi de toute la nuit. L'eau entre par ici, par là-bas, partout. L'eau est d'abord à pénétrer dans les maisons et puis ça a endommagé d'abord les murs. Les toits se sont écroulés et les populations étaient obligées de déguerpir. Depuis 37 ans que je suis ici sur place, je n'ai jamais vu ce phénomène-ci. Là où nous sommes là, on ne sait même pas dans quel abri mais il faut habiter maintenant. À l'effet de mieux apprécier les dégâts causés par les fortes précipitations ces derniers jours, le maire de la commune de Ouaza est descendu sur le terrain avec dans ses bagages des sacs devant permettre de construire une digue de protection. Tout l'arrondissement de Ouaza s'est inondé et on demande au président de la République, son Excellence Paul Biya, il pense aux gens de Ouaza. Pour l'heure, les populations de Ouaza s'organisent comme elles peuvent pour faire face aux intempéries. Deuxième titre du journal ce soir. Le chef de l'État a signé le 2 septembre dernier un décret qui fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. En attendant la convocation du corps électoral, voyons avec Rodrigue Bertrand Tueno l'importance de ces conseils dans la chaîne de la décentralisation au Cameroun. La région ayant vocation à être un espace économique, un cadre d'aménagement, de planification et de coordination du développement, le Conseil régional définit les orientations en matière de développement dans la région, conformément aux grandes orientations nationales. À cet effet, il discute et adopte tous les plans de développement régionaux, règle par ses délibérations les affaires de la région et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'État ou d'autres collectivités. Il délibère sur le budget primitif, le budget supplémentaire, le compte administratif et le compte de gestion de la région. C'est l'organe délibérant de la région, un maillon important de la chaîne de la décentralisation. Le Cameroun sera donc bientôt doté de conseils régionaux. La disposition telle que prévue par la Constitution sera définitivement matérialisée avec l'élection des pionniers de ces institutions. Si leur profil cadre avec tout Camerounais majeur et civique, leur mode de désignation, lui, est particulier. Explication dans ce reportage d'Oswald Moudon. Leurs noms rentreront définitivement dans l'histoire de la nation camerounaise, appelés qu'ils sont à inaugurer l'ère des conseils régionaux. Mais les potentiels candidats devront d'abord être investis pour postuler. Leur désignation reste cependant peu ordinaire. Le moyen de désignation des élus est un moyen qui est plutôt indirect. Les électeurs sont définis par la loi. Il y a deux catégories. Il y a l'ensemble des conseillers municipaux et la deuxième catégorie, ce sont les acteurs qui relèvent des chefferies traditionnelles. Mais ce n'est pas tout. Leur profil aussi est bien défini. Si les électeurs sont de ces deux catégories-là, cela ne veut pas dire
que les candidats sont uniquement de ces deux profils. C'est-à-dire que tout citoyen camerounais remplissant ses droits et étant en règle avec les dispositions de la loi est à mesure d'être candidat. Peut prétendre postuler à l'élection tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale et âgé de 23 ans révolu à la date du scrutin. Il faut par ailleurs savoir lire et écrire le français ou l'anglais et justifier d'une résidence effective d'au moins 6 mois sur le territoire de la région concernée. Reparlons ce soir de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national à la suite de la session inaugurale du comité de suivi présidé il y a quelques jours par le Premier ministre-chef du gouvernement. Reparlons spécifiquement du statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ce statut offre à ces deux régions en crise la possibilité de s'impliquer dans la gestion des collectivités. Plus de précisions avec Séverin Alegambila. De l'ensemble des recommandations du Grand Dialogue national, le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont les modalités opérationnelles sont clairement précisées dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, reste une attente forte. La véritable perception de l'apport en termes de statut spécial ne s'appréciera véritablement que lorsque les régions seront mises en place. Le Code a prévu, si vous voulez, la procédure d'impeachment. C'est-à-dire que dès lors que les conseillers régionaux ne sont pas satisfaits de la manière de gérer du président du conseil régional, qu'est-ce qu'on fait? On vote une délibération qui le démet. Dans le cadre de la décentralisation et conformément aux propositions de la Commission décentralisation et développement local du Grand Dialogue national, on devrait logiquement s'attendre à ce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest bénéficient des compétences que les 8 autres régions n'auront pas. Par exemple, une forte implication des populations à l'élaboration des politiques publiques, un médiateur qui garantira l'harmonie entre les services publics et les collectivités territoriales décentralisées, des organes exécutifs et législatifs qui sont une émanation de la volonté populaire et qui tiennent compte des spécificités locales. Un vaste chantier dont les contours réels sont à définir. C'était Séverin Alegambili. 2 groupes de jeunes combattants séparatistes dans le nord-ouest viennent d'être appréhendés par les populations. Ces séparatistes avaient en leur possession des armes de guerre, des munitions et des accessoires de la République imaginaire d'Ambazonie. Ils ont été présentés à la presse par les éléments de la gendarmerie de la région du nord-ouest. Laurent Chissoubé de CRTV Nord-Ouest. Ils sont au nombre de 6 répartis en 2 groupes de 3. Ces jeunes séparatistes âgés entre 18 et 30 ans ont été cette fois inactifs face à des populations qui en avaient déjà marre à Ouidikoum dans la Momo et dans l'arrondissement de Bamenda 2e. C'est l'occasion simplement pour nous ici davantage de saluer cette collaboration actuelle naissante. Cette franche collaboration qui naît de plus en plus entre les populations et les forces de défense et de sécurité a permis de saisir des armes de guerre, d'importantes quantités de munitions et des accessoires de la République imaginaire d'Ambazonie. Le sort qui leur est réservé est loin du centre DDR. S'ils étaient venus par eux-mêmes, on aurait pu prendre l'option du DDR. Mais du moment où, tel que vous le savez, ont été pourchassés, longtemps pourchassés, tel qu'ils vous l'ont expliqué, ont fait autant de mal aux populations et ont été arrêtés dans le feu de l'action, je crois que c'est une autre option. Les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais déterminées à nettoyer les bases de ces bandes armées séparatistes dans le nord-ouest pourvu que les populations collaborent. Ce communiqué du ministre de la Communication relatif à l'assassinat de l'inspecteur de police de premier grade Bikoy Ndadji Joseph le 1er septembre 2020 à Bamenda par les terroristes sécessionnistes. Il s'agit de l'indignation du gouvernement. Le gouvernement de la République a appris avec consternation la nouvelle de l'assassinat lâche et criminel de l'inspecteur de police de premier grade Bikoy Ndadji Joseph en renfort au commissariat central de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest et en service au commandement central des groupements mobiles d'intervention de la dite ville. Cet acte barbare d'une cruauté inqualifiable a été perpétré dans la journée du mardi 1er septembre 2020 aux environs de 12h30 au lieu dit City Chemist, non loin du centre commercial de la ville de Bamenda, par 2 individus en possession d'armes de guerre, lesquels ont délibérément et sans aucune concession ouvert le feu sur une patrouille de police du commissariat central de Bamenda. Les services spécialisés recherchent activement
comme les auteurs de cet assassinat d'un des valeureux éléments des forces camerounaises de défense et de sécurité. Le gouvernement exprime son indignation et condamne avec la dernière énergie cet acte cruel commis par des bandes terroristes sécessionnistes qui, une fois de plus, viennent d'ôter violemment la vie à un représentant de la force publique dans le plein exercice de sa mission de protection des populations et de leurs biens. Aussi, le ministre de la Communication transmet-il à la famille de l'inspecteur de police de premier grade, Bikoy Len Ndadji Joseph, si durement éprouvé, les sincères condoléances du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ainsi que celles du gouvernement de la République, en même temps qu'il réaffirme aux forces nationales de défense et de sécurité le vif et ardent soutien de la nation tout entière, signé à Yaoundé du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Le Canada salue la riposte camerounaise anti-Covid-19. Le haut-commissaire de ce pays, Ami, était l'hôte des populations de Mbankolo à Yaoundé. Richard Ball recommande le respect des mesures barrières pour éviter une seconde vague de la maladie qui secoue déjà le monde. Plus de détails avec Sadou Mamoudou. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun s'est voulu sans embâche. La résilience africaine reste la grosse surprise de la pandémie du Covid-19. Et le respect des mesures barrières demeure le salut pour les Camerounais. On n'a pas encore vu de deuxième vague ici au Cameroun. Il faut rester très vigilant. Les approches locales de traitement comme les mesures culturelles ont constitué le point d'ancrage de la sensibilisation. Nous devons éviter les jeux collectifs. Éviter le veillé mortel, du bois dans le même gobelet, dans le Matango Club. La couverture santé universelle, si on pouvait arriver à cela, je pense que le président de la République aura accompli quelque chose d'extraordinaire. La rentrée du 5 octobre prochain, le CHAN puis la CAN étant dans le pipe, le diplomate canadien encourage les 3T, tracking, testing and treating. Les formations sanitaires de l'arrondissement de Molundu dans la région de l'Est ont reçu des appuis pour la lutte anti-Covid-19, des équipements sanitaires et des kits d'hygiène remis par la sénatrice Marie-Louise Montpéa. Jean du Nord Kemché, pour plus de détails. Molundu, avec les pluies, l'accès est encore plus difficile. Des obstacles bravés par le sénateur Marie-Claire Montpéambio qui vient de faire un don. Madame le sénateur Montpéambio, élite du département de Bumba-Ngoko, a envoyé aux structures sanitaires de Molundu d'importants kits de riposte contre le coronavirus. Nous allons d'abord remercier Madame la sénatrice. Lorsque un gabarit de matériel arrive en ce moment, ça réveille encore l'attention sur la lutte face à cette pandémie. Joie et reconnaissance partagée. Chaque formation sanitaire aura au moins 50 savons de Marseille, un thermoflash, un masque de protection et aussi l'hôpital de district aura en plus des bottes de protection. Un seau robinet aura aussi du chlore. Le sous-préfet de Molundu a suggéré d'autres pistes d'action. Nous reparlerons de la lutte anti-Covid dans ce journal. Le temps juste de parler de la révision du guide méthodologique d'élaboration des cadres organiques. Le ministre de la Fonction publique a ouvert un atelier sur le sujet à Ebolova. Ce guide sera expérimenté dans 10 ministères pilotes. L'activité rentre dans le cadre de la modernisation de la gestion des finances publiques. Plus de détails avec Catherine Touloué-Langa. La gestion des finances publiques prend un tournant décisif, une bataille permanente. Même si l'arrimage aux bonnes pratiques n'est pas la chose la mieux partagée dans nos administrations. Une réalité qui déteint sur le rendement de ces administrations. Mais le gouvernement ne démord pas à travers le plan global des réformes de la gestion des finances publiques. Il s'agit de revoir un instrument extrêmement important. Cet instrument, c'est le cadre organique. Le cadre organique, au-delà de l'organigramme lui-même, va beaucoup plus en profondeur pour permettre à un chef de département ministériel ou tout simplement à un manager d'avoir tous les détails nécessaires qui permettent de véritablement piloter l'organisme dont il a la charge. Au terme de ces travaux, un guide d'élaboration des cadres organiques validé est attendu, mais également 10 spécimens de cadres organiques des administrations disponibles. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, les sites spécialisés de prise en charge de la région du centre sont de moins en moins occupés. Les hospitalisations sont en baisse. Allons en savoir plus dans l'entretien de ce soir, entretien mené par notre reporter Évariste Yenga au centre des opérations d'urgence de santé publique. Il est en compagnie de son invité, le docteur Charlotte Moussi. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Vous avez l'antenne. Bonsoir, Atabadine Omar. Ce jour, samedi, est inaugural pour le deuxième tour des régions pour prendre le pouls de l'évolution de la pandémie, cette fois-ci avec une emphase sur certains aspects purement spécifiques. On reçoit pour ce premier jet Charlotte Moussi, le docteur qui est délégué régional de la santé publique pour la région du centre. Bonsoir docteur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous de l'hospitalisation dans la région du centre. Quel est le taux d'occupation des lits et pourquoi il y a cette baisse? Merci pour l'occasion que vous m'offrez de parler des hospitalisations dans la région du centre. Je voudrais rappeler quand même que depuis le début de l'épidémie, nous avons enregistré 8 711 cas positifs. Actuellement, nous avons 85 cas actifs, 8 en hospitalisation et 77 qui sont suivis en externe, ce qui nous fait un taux d'occupation des lits de 2,7%. Et la diminution du nombre de patients hospitalisés qui est observée depuis quelque temps est en étroite relation avec le testing. Parce qu'au niveau des sites de prélèvement et des laboratoires, on a observé qu'il y avait une diminution du nombre de cas positifs, donc forcément les hospitalisations vont diminuer. Ce qui ne veut pas dire que l'épidémie est achevée. Plus que jamais, nous devons renforcer les mesures qui ont été dictées par le gouvernement, à savoir le lavage des mains avec de l'eau et du savon, le port systématique du masque dans les espaces publics. Et nous encourageons également les populations à connaître leur statut. Parce que si on est testé positif, on est immédiatement mis sous traitement très tôt. Ça permet de limiter l'évolution vers des formes graves et ça permet également de réduire la transmission au niveau de la communauté. Les hôpitaux se vident. On prend le cas du site de Lembe, logement. On prend le stade militaire ici. On n'a presque pas de patients là-bas. Est-ce qu'on doit fermer les portes? Donc, à la suite d'une mesure gouvernementale qui a été prise par le Premier ministre, à cette phase de la réponse, il a instruit que les patients soient transférés au niveau des sites dédiés uniquement à la prise en charge des patients Covid pour permettre aux autres formations sanitaires de retrouver un fonctionnement normal et de pouvoir prendre en charge les autres pathologies qui avaient déserté les hôpitaux. Est-ce qu'on doit fermer? Pas encore. Voilà. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation et d'être passé à Tabadine. Omar, vous avez une idée de l'ambiance dans les centres spécialisés de prise en charge des malades du nouveau coronavirus dans la région du centre. Demain, arrêt dans le littoral. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité. Le rendez-vous de demain dans le littoral est bien noté. Promouvoir la culture de la cybersécurité en entreprise, l'exhortation est du ministre des Postes et Télécommunications. Minette Libom Liliken l'a redit aux chefs d'entreprise réunis à Yaoundé dans le cadre de la campagne nationale sur la cybersécurité et la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Irène Dianafouda. Le slogan de campagne « Tous mobilisés pour la cybersécurité au Cameroun » passe comme une lettre à la poste. Il y a des actions qui doivent être engagées sur les systèmes d'information en eux-mêmes pour que les données qui sont produites au niveau de ces plateformes soient des données sécurisées. La cybersécurité reste le point d'ancrage à la riposte digitale contre les menaces qui planent sur le cyberespace. La campagne en cours à laquelle le gouvernement attache du prix doit avoir des priorités pour produire de bons résultats. Il faut d'abord que ces personnes actives dans le secteur public soient formées dans la veille technologique. Ce serait bien que chaque institution publique puisse avoir au moins un ou deux spécialistes pour s'occuper de la sécurité des systèmes numériques. L'appel à la mobilisation autour de la cybersécurité est donc entendu pour marquer les esprits au-delà des espérances.
Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya appelle la jeunesse camerounaise à consolider la paix et la stabilité au Cameroun. C'est à la faveur d'un échange avec les jeunes de la ville de Yaoundé sous le thème « Consolidation de la paix, une participation de tous pour un État stable et prospère ». Les grandes lignes de ces échanges avec Joël Igorabanda. C'est une rencontre qui a connu une forte participation des jeunes de la ville de Yaoundé. Placée sous le thème « La consolidation de la paix, une participation de tous pour un État stable et prospère », l'échange a permis à l'assistance et aux organisateurs de plancher sur la stabilité et la paix au Cameroun. Sans la paix, on ne peut pas avoir de travail. Sans la paix, on ne peut pas avoir cette patrie. Ces jeunes sont donc appelés par la JAPABI à ne pas tomber dans le piège du désordre et de la violence. La paix est un atout indéniable à la construction harmonieuse, au développement. Les jeunes aujourd'hui, nous savons bel et bien tout ce qu'ils traversent comme difficulté, mais nous devons reconnaître aussi les efforts menés par les pouvoirs publics. La JAPABI veut sensibiliser davantage toutes les couches sociales. Elle organise à cet effet d'autres concertations sur le plan national dans les prochaines semaines. Et la prochaine étape de cette caravane de sensibilisation, c'est Douala. La congrégation baptiste du Cameroun et le ministère international de la foi triomphante étaient en fête ce samedi. Un centre de prière a été dédicacé à Yaoundé à l'occasion de l'ouverture officielle de l'Assemblée annexe. Plus de détails, Karine Viviane Evina. C'est le centre de prière. Dédié au Seigneur, un centre de prière pour la nation, afin de panser les plaies qui gangrènent le Cameroun. Voilà une thérapie proposée par la congrégation baptiste du Cameroun et le ministère international de la foi triomphante qui conduira le Cameroun vers la résolution des crises sanitaires et sécuritaires. Seul Dieu peut vraiment nous être d'une aide significative. La Bible dit que je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le centre de prière de Pont Emana, dédicacé ce jour, est le commencement d'une chaîne de pôles de prière. Mettre en place les centres de prière pour que nous continuions davantage à invoquer l'Éternel. L'ensemble des prélats croient comme fer que seul celui qui possède la paix est à même de vous la donner. Le livre de la semaine est intitulé Business Risk Management. L'ouvrage présente la gestion managériale face aux fléaux tels la corruption ou encore la fraude. Rédigé par le professeur Kelly-Moa Kinsley, l'ouvrage pose un diagnostic des défis auxquels sont confrontées les entreprises en Afrique et propose des solutions pour améliorer leur gestion. Voici la synthèse de l'ouvrage avec Silouane Monkam. L'ouvrage intitulé Business Risk présente les différentes facettes de la corruption, la fraude, les pots de vin, des fléaux qui gangrènent notre société et qui ne sont pas sans conséquences sur le cycle économique, la religion, la culture et même les ressources humaines. Le livre du professeur Kelly-Moa, écrit en 12 chapitres et en langue anglaise, fait également écho des paradis fiscaux et la nécessité de changer certaines lois. Business Risk est aussi une sorte de thérapie africaine pour briser définitivement les chaînes de la corruption. L'auteur propose notamment la justice, la responsabilité individuelle, le mérite et le développement des structures d'État grâce à l'investissement public, sans oublier les points clés de la bonne gouvernance pour la croissance de l'entreprise. La promotion du panafricanisme doit aussi, selon l'auteur, être adoptée comme un outil pour éliminer les conflits de tout genre et promouvoir une réorientation des normes et des valeurs éthiques. Le professeur Kelly-Moa Kinsley est chargé de cours en politique publique, gestion et leadership des marchés financiers. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Joël Igorabanda, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Gideon Tazo et de Joseph Guetta-Mandeng. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.